Les États-Unis réussissent leur entrée dans ce mondial. Les Bleus sont-ils à 100% avant de défier le Sénégal mardi? On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite récap. On est parti, deuxième jour du récap de cette Coupe du Monde 2026 du côté du continent nord-américain, Mexique, Canada, États-Unis organise cette magnifique Coupe du Monde 2026 de la honte. Bien évidemment, le Canada a débuté son exercice hier soir, les États-Unis ont débuté son exercice cette nuit également. On va échanger sur ces petits matchs-là, on a des petites actualités du côté de l'équipe de France et puis un beau programme qui arrive que je vais vous présenter en fin de vidéo, bien évidemment, pour les matchs qui vont arriver par la suite ce soir et cette nuit, avec notamment le premier gros choc entre le Maroc et le Brésil dans cette Coupe du Monde 2026. Voilà, eh bien écoutez, si tout ça vous plaît, si ces récaps-là vous plaisent, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo, liker, nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, et sur la Ligue MPP, si vous voulez rejoindre notre Ligue MPP, ça fait toujours plaisir, c'est rigolo, on prend du plaisir. Résumé donc, pour commencer tranquillement pour ces petites vidéos sur ce Canada-Bosnie-Herzégovine qui était hier 21h, heure française, un match qui s'est soldé par un match nul un partout entre les deux formations. Lukic, pour son premier but avec la Bosnie, je crois qu'il comptait 4 sélections, c'était peut-être sa 5e sélection hier, à ce jeune attaquant bosniaque qui avait pris la place d'Edin Dzeko dans le 11 de départ, et bien il s'est illustré en ouvrant le score sur un coup de pied arrêté de la Bosnie-Herzégovine, et c'est Larin qui a égalisé lors de son entrée en jeu, quelques secondes après son entrée en jeu sur un bel enchaînement, frappe contrée, et le Canada va quand même arracher ce match nul du côté de Toronto. Match qui était agréable à suivre, notamment grâce à l'imprécision technique et à la qualité et le déchet, dans la qualité technique des deux formations, qui a amené en fait des situations et a amené un peu de rythme. Dans cette rencontre, on a un Canada qui a été très très maladroit sur ce match-là. Les stats parlent d'elles-mêmes. Ils ont provoqué énormément d'occasions, mais beaucoup de déchets dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, dans la qualité des coups de pied arrêtés. Ils ont eu énormément de corners, les Canadiens, notamment en première période. Je crois qu'ils finissent avec 10 corners peut-être sur cette première mi-temps. Ils sont globalement très mal tirés, joués à deux, mais il n'y a pas vraiment d'idée. Les déplacements sont compliqués. On cherchait beaucoup Derek Cornelius à la tête. C'était assez difficile parce qu'ils ne gagnaient pas un duel aérien, les mecs. Ils finissent d'ailleurs la rencontre avec 61% de possession, vous pouvez le voir là, mais seulement 74% de passes réussies. C'est très bas comme ratio. Et ça se voit parce que ça a été vraiment assez compliqué techniquement. Il y a eu un bon article équipe d'analyse sur le jeu canadien. Il y a eu énormément de jeux aériens proposés par le Canada, mais même pas un tiers de duels aériens gagnés. Ils sont beaucoup, les hommes de Jesse Marsh, agressifs sur les seconds ballons. C'est peut-être... voilà, mais avec une meilleure qualité technique et un peu plus de duels aériens gagnés, le Canada peut peut-être proposer quelque chose, mais est-ce qu'ils peuvent avoir un peu plus de qualité technique? Est-ce qu'ils en ont les qualités tout simplement, ce Canada? Est-ce que c'est pas juste trop faible? Ça a été compliqué, la Bosnie a plutôt bien défendu, même s'ils ont été aidés par les imprécisions canadiennes. Ils ont su saisir l'opportunité sur l'une des seules occasions qu'ils ont eues de cette première mi-temps. Voilà, ils ont 5 tirs en première mi-temps, mais 0,76 d'expected goals. 7 ballons touchés dans la surface de réparation canadienne pour les Bosniaques sur cette première période. Une occasion de but, un cajot. Tout simplement, voilà, réussi. Vous voyez le pourcentage de passes réussies qui est très faible du côté des Canadiens. Et en deuxième période, 92 passes seulement pour les Bosniaques, 61% de précision. Voilà, c'était un match qui était globalement marqué par une imprécision technique assez flagrante. Ça l'a pas rendu désagréable à regarder, mais c'était pas non plus du grand football, hein, faut pas non plus s'attarder là-dessus. Jonathan David a été en grande difficulté, notamment l'attaquant canadien. Gros match de Kolasinac défensivement, avec ce sauvetage sur la ligne où il va dévier le ballon sur sa barre transversale, c'était assez impressionnant. Mais le Canada aurait pu espérer mieux, malheureusement. Voilà, trop d'imprécisions, c'est ce qu'il faut retenir de cette rencontre si vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas raté grand-chose en termes de qualité footballistique, mais c'était plutôt intéressant. Non, le match intéressant de cette journée, enfin de cette nuit, c'était plus le États-Unis-Paraguay, sur lequel on va revenir. Avant ça, petite stat pour le Canada. C'est la première fois qu'ils ne perdent pas un match en Coupe du Monde, puisque les Canadiens c'est leur 3e Coupe du Monde, et sur les 2 premières Coupes du Monde en 86 et en 2022, ils avaient perdu tous leurs matchs. Les Canadiens, donc c'est la première fois qu'ils ne perdent pas un match, c'est leur premier match nul, c'est leur premier point, surtout, inscrit pendant une Coupe du Monde, donc c'est quand même à souligner pour ce Canada-là, avec un Alphonso Davies qui était sur le banc, voilà, qui doit encore physiquement monter en puissance. Je le disais, Kyle Larin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça,
a égalisé après 121 secondes après son entrée en jeu. Voilà. Il a un bel enchaînement contrôle poitrine, il s'est retourné, il a fait parler sa puissance, frappe, certes déviée, mais au moins ça a été voilà, un premier enchaînement réussi, techniquement à peu près propre, et ça a mené à un but. Donc voilà, c'était plus intéressant. Et le seul joueur qu'on peut distinguer sur ce Canada-là, techniquement parlant, c'est Ismaël Koné, qui a réussi 51 des 61 passes qu'il a tentées. Il a été très intéressant dans son activité, dans la continuité de sa saison à Sassuolo. L'ancien Marseillais a été plutôt bon, et on sent que c'est vraiment un cadre de cette équipe-là. 84% de passes réussies pour lui. Dans ce match-là, c'est un des meilleurs taux de réussite. C'est pour vous dire à quel point ça a été compliqué. Donc, gros match aussi d'Ismaël Koné du côté du Canada. Le Canada qui continue, mine de rien, sa progression. Et il ne faut pas oublier que 24 des 26 joueurs canadiens ont été formés au Canada, dans un club canadien. Donc, c'est quand même une preuve que le Canada continue de se développer. Mais bon, sur ce match-là, il va falloir un petit peu plus de précision technique, surtout que tu es derrière avec le Qatar et la Suisse. Bon, le Qatar semble partir sur des bases de 4e. On verra ce que ça va donner ce soir contre la Suisse. Mais la Nati est peut-être favorite de ce groupe, et ce match nul arrange peut-être les Suisses, et on verra le match de la Suisse, mais sur le papier, normalement, cette équipe de la Nati devrait finir aisément premier de son groupe. Bref, on va basculer sur l'autre groupe, et l'autre match intéressant, c'était cette nuit à 3h du matin. Alors, je l'ai maté en replay ce matin, parce que 3h, je trouve ça un peu tôt comme horaire. Autant les matchs de 4h, pourquoi pas. Le match de 6h, je pense que ça peut être bonnard. Autant le match de 4h du mat, de 3h du mat, bof. Victoire des États-Unis 4-1 contre un Paraguay très très faible, qui a complètement manqué sa première période. Ils sont rentrés à 3-0 à la mi-temps, les Paraguayens. Ça a été très très compliqué pour eux. Ils sont absolument pas sortis de leur base, de leur camp. 65% de possession pour les Américains sur l'ensemble de cette rencontre. Ça a été une première mi-temps à sens unique. Voilà, 72% de possession en première période. Les Paraguayens n'ont frappé que 2 fois au but. 0,09 expected goals. 2 ballons touchés dans la surface de réparation américaine pour les Paraguayens sur cette première période. C'était un match à sens unique, 91 passes à 293 sur le premier acte. Donc voilà, toutes les stats sont en faveur des États-Unis, qui ont fait un très très bon match, pour le coup techniquement très propre. Avec des bels enchaînements, ils ont mis du rythme, ils ont mis de l'intensité, ils étaient présents dans les duels également. Je ne sais pas s'il y a le pourcentage de duels gagnés sur cette première période, mais les États-Unis ont été largement au-dessus. Voilà, 33 duels remportés par les Américains sur cette première période. Ça a été vraiment un match et une première mi-temps très très aboutie de leur part, pour le coup. Ils ont été très très bons, et sur cette composition d'équipe, il y a eu des joueurs qui se sont vraiment démarqués. Pulisic a fait un très bon match, c'est lui qui est à l'origine du premier but par cette qualité technique, sa qualité de dribble, sa qualité de percussion. Il a vraiment mis en difficulté Caceres sur le côté gauche de l'attaque américaine. Tillman, le joueur du Bayer Leverkusen, a été très très bon aussi. On l'a un peu moins vu sur les 15 premières minutes, mais derrière, il rentre dans son match, il a fait vraiment mal. Balogun a été très bon, il est auteur d'un doublé. Et même dans le jeu globalement, hein, c'est un mec qui, sur les points d'appui, pour aller chercher, pour gratter des mètres sur le bloc, très bon. Le jeu sans ballon, dans les appels, ça a été excellent. Dans la finition, ça a été chirurgical. Voilà, c'est le match que Jonathan David n'a pas su faire quelques heures auparavant, en fait, tout simplement. Folarin Balogun, ça a été vraiment excellent. Weston McKennie a fait un très bon match. Voilà. Le seul qu'on peut mettre peut-être un peu en dessous côté américain, c'est Freeze, parce qu'il n'a pas touché une quille. Et que, voilà, il n'avait pas grand-chose à faire à part chercher une fois le ballon dans les filets, mais il pouvait rien faire sur le but paraguayen. Il a été le gardien américain très peu sollicité, donc il s'est peut-être un peu emmerdé. Lui qui est diplômé d'Harvard, j'ai appris pendant le match. Donc voilà, il s'offre un petit plan B que le foot marchait pas, mais voilà, maintenant il est à la Coupe du Monde, donc il se fait plaisir. Mais l'équipe de Mauricio Pochettino a vraiment offert une très très belle rencontre. Je suis curieux de les voir contre une équipe un peu plus relevée, un peu plus solide. Le Paraguay fait quand même une meilleure deuxième période, mais on a senti que c'était assez faible. C'était un peu décevant sur ce match-là du côté de Los Angeles. On verra ce que ça va donner pour la suite. Très curieux de voir la Turquie entrer en jeu contre l'Australie. Cette Turquie qui, sur le papier, a toujours de très belles équipes, une très très belle équipe, mais qui a souvent été décevante en compétition internationale et continentale surtout. Donc, à voir la Turquie. Très curieux, mais ce États-Unis-Turquie sur le papier peut être vraiment un très très bon match à regarder. Voilà, en tout cas, les États-Unis réussissent leur entrée en lice. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais au moins, ils ont fait le boulot, ils ont fait le job, ils ont été très très bons sur ce match-là. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, malheureusement, vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir plus grand-chose de ce match, parce que vous avez vu peut-être, je ne sais pas passer, et on passe à la partie news, le côté un peu négatif, en plus, ça rajoute quelque chose de cette Coupe du Monde, en plus de tout ce qui se passe de côté extrasportif. Côté image, en fait, on n'a pas grand-chose, tout simplement. Vous avez vu les résumés de Beansport d'une seule minute maximum, c'est ce qui a fait débat
depuis le début de cette Coupe du monde qui a fait râler pas mal de monde, à juste titre, parce qu'en fait, les matchs de la nuit, ceux que tu as pas forcément envie de te lever pour les regarder, si tu pas Bein et que tu peux pas regarder en replay sur MyCanal, tu peux pas les voir en fait, parce que tu pas de résumé. Si vous avez fait attention sur la chaîne de beIN Sport, les résumés n'excèdent pas 1 minute 07 à peu près. M6, qui ne diffuse pas ces matchs-là la nuit, ne fait pas de résumé. Et en fait, du coup, on se retrouve avec une Coupe du Monde invisible pour les matchs qui se déroulent la nuit. Alors, l'explication, c'est pas la faute de beIN. L'explication, c'est que beIN a donné hier une raison, a expliqué en raison de nos obligations contractuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des clips d'une durée dépassant 60 secondes dans le cadre de la promotion de la diffusion de la Coupe du monde de FIFA 2026 sur nos antennes. Merci de votre compréhension. Voilà, c'est ce que beIN Sport a expliqué. En gros, ils ont les droits de diffusion TV, mais ils n'ont pas les droits de diffusion digitaux. Donc ils n'ont pas le droit de diffusion sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc. Donc forcément, c'est compliqué. Voilà, les gens râlent parce que les résumés sont moins longs que les post-fraîcheurs. Ça, je peux totalement comprendre en fait. Parce que autant les résumés de 20 minutes sur les matchs de 21h, on s'en fout parce qu'on les voit les matchs de 21h, on n'est pas couché. Les résumés d'une minute sur les matchs à 3h du mat, c'est ce qui est dérangeant. Malheureusement, c'est comme ça, c'est pas la faute de beIN. C'est qu'ils n'ont pas les droits digitaux tout simplement pour diffuser plus. Ce qui fait que cette Coupe du Monde est un petit peu invisibilisée. La solution que je peux vous donner, c'est d'utiliser un VPN. Alors, cette chaîne YouTube est beaucoup trop petite pour être sponsorisée NordVPN, donc je vais pas faire la promotion de NordVPN. Oui, nous paierons peut-être, mais pas là. Mais en fait, vous avez par exemple Fox Sports, qui est diffuseur aux États-Unis, qui fait des longs résumés de 20 minutes sur YouTube. Et avec un VPN, si vous vous mettez aux États-Unis, vous pouvez aller voir les résumés. Vous avez, si vous vous mettez en Belgique aussi, il me semble que la Belgique, il y a pas mal de chaînes qui font des beaux résumés aussi de matchs. Ça permet de voir des images. Sinon, si vous êtes en France et que vous n'avez pas de VPN, malheureusement, c'est assez compliqué. Et j'espère pour beIN qu'il n'y aura pas un huitième de finale ou une connerie comme ça à 3 partout qui se finit au tir au but. Parce que pour tout compenser en 1 minute, je sais pas trop comment ils vont faire. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Pour ce mondial-là, de ne pas pouvoir voir plus qu'1 minute de résumé de match si vous pouvez pas voir les matchs de cette nuit. Voilà. Bon, du coup, vous avez cette chaîne YouTube pour vous en parler un petit peu. Peut-être qu'un jour, on mettra. J'ai pas trop eu le temps là parce que j'ai maté le match en replay ce matin. On vous essaiera de vous faire des palettes, comme ça vous aurez des images de la match de la nuit. On vous essaiera, si vous êtes chaud, mettez en commentaire, je vous ferai des palettes si ça vous intéresse. On va pouvoir passer au match suivant sur le match des États-Unis, pardon. La dernière stat que j'ai rajoutée, c'est Chris Richards, qui a 100% de passes réussies. Voilà, sur ce match-là, 83 passes réussies sur 83. C'est la première fois qu'un joueur a 100% de passes réussies sur un match de Coupe du Monde depuis 1966. Voilà. Donc c'est la performance est à souligner quand même pour Chris Richards, surtout que, il y a pas mal de passes latérales que vous pouvez voir, mais il y a quand même quelques passes vers l'avant, et chaque fois que les États-Unis ont essayé de chercher de la verticalité, ça a fait mal, et ça a fait mouche sur ce Paraguay. Voilà pour ces résumés de match et ce petite info concernant les résumés de match de 1 minute. On va pouvoir passer à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que je peux avoir un affiche Coupe du Monde? Parce qu'on va passer aux news équipe de France. C'est surtout ça qui nous intéresse, l'équipe de France qui, tranquillement, on va se mettre le calendrier parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, hop, groupe et journée, on va tranquillement aller sur Transfer Market. Vous connaissez la recette, c'est le site qu'on utilise le plus sur cette chaîne YouTube. Le temps que ça charge, on va pouvoir parler de l'équipe de France parce qu'il y a des petites news concernant certains joueurs. Déjà, il y a certains joueurs qui sont courtisés, donc ils vont devoir régler leur cas. On en a parlé hier concernant les Français, donc il y a une espèce de double gestion à avoir pour cette équipe de France-là. Tac, on va s'afficher l'équipe de France. Il y a deux incertitudes. Saliba ne s'est pas entraîné ce vendredi. Voilà, William Saliba qui souffre de douleurs au dos depuis plusieurs mois, qui a peut-être un petit peu forcé sur la finale de Ligue des Champions pour la disputer, ce qui est totalement compréhensible avec Arsenal. Du coup, derrière, il y a eu un petit match de préparation, enfin une mi-temps de préparation et une douleur au dos qui s'est ressentie très vite, qui est revenue en fait, mais qui suit et qui ne le lâche pas depuis plusieurs mois. Il s'est donc pas entraîné ce vendredi avec l'équipe de France. Il a été ménagé, il a un petit peu de course à pied, un petit peu de soins surtout. Il n'y a aucun risque qu'il ne sera pris avec William Saliba et il reste incertain finalement pour le match de mardi contre le Sénégal. Alors quelles sont les options pour Didier Deschamps si William Saliba n'est pas apte? Ça sera une charnière sûrement composée de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté qui a récemment, alors c'est pas encore officiel, mais selon la presse espagnole, française et anglaise, signé au Real Madrid, après son départ de Liverpool. La troisième option, c'est Maxence Lacroix, qui est du côté de Crystal Palace et qui a fait plutôt des bonnes entrées au bleu. C'était plutôt intéressant, notamment au mois de mars, quand il a joué avec ses premières sélections.
Et la toute dernière option, je pense, mais ça, je pense que ça ne sera vraiment qu'en cas d'extrême urgence, je ne vois pas Didier Deschamps mettre ça en place, c'est le remplacement peut-être de Jules Koundé dans l'axe ou de Lucas Hernandez. Et du coup, de changer le poste de latéral droit, mais pour l'instant, on partirait sur Upamecano, Konaté, si Saliba n'est pas apte. Voilà. En fonction, on verra si William Saliba sera apte, mais ce sera un petit peu peut-être on va dire le running gag de cette Coupe du Monde, c'est l'état physique de William Saliba. Est-ce qu'il sera apte à disputer au fur et à mesure les rencontres? L'équipe a fait un papier sur les incertitudes également sur le 11 de départ en vue du match contre le Sénégal ce mardi. C'est Jules Koundé aussi qui est mis en concurrence avec Malou Gusto. Il devrait débuter mardi parce que dans les séances d'entraînement, il est titulaire à droite. Maintenant, lui a reconnu que sa saison n'était pas à la hauteur de ses standards avec le Barça. Est-ce que sa place pourrait être remise en question pendant la Coupe du Monde? C'est une possibilité. Voilà, on verra ce que Malo Gusto peut proposer au moment où il aura des minutes, le joueur du Chelsea. Donc ça va être une des concurrences sur le poste de latéral droit. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous préférez voir sur ce poste de latéral droit. Jules Koundé ou Malo Gusto. Et après, Théo Hernandez et Aurélien Tchouameni ont été également ménagés lors de la séance d'entraînement ce vendredi. Donc il n'y a pas eu de Théo Hernandez ni d'Aurélien Tchouameni. Aucune alerte, ils ont dit pas de risque, c'était normal, c'était logique. Donc voilà, tranquillement. C'est les aléas, des joueurs ne s'entraînent pas, sont ménagés. Chacun a vécu sa saison plus ou moins de manière intense. Donc voilà, ce sont deux potentiels titulaires normalement ce mardi avec la France, qui ont été ménagés pour l'instant. On verra ce qui va se passer par la suite. Dernière interrogation du côté des Bleus, c'est ce poste d'ailier qui sera titulaire à gauche de l'attaque française. Normalement, Désiré Doué partait avec les faveurs. Son entrée en match de prépa n'a pas été forcément convaincante aux yeux de Didier Deschamps. Donc il y a une deuxième option qui est étudiée et qui pourrait être un petit peu la surprise de cette composition face au Sénégal, c'est Bradley Barcola. Alors pourquoi? Parce que Bradley Barcola permettrait d'amener sur son côté gauche de la profondeur, et parce qu'en fait, on a beaucoup trop de joueurs axiaux. En fait, cette zone axiale du terrain est occupée par Ousmane Dembélé, parfois par Kylian Mbappé. Michael Olise a tendance aussi à rentrer un petit peu depuis son côté droit sur l'axe. Donc en fait, ça fait une zone axiale qui est vraiment très chargée et Didier Deschamps chercherait des solutions pour pouvoir aérer son jeu, écarter son jeu. Hormis les latéraux qui prennent de l'espace offensif, c'est peut-être aussi une solution Bradley Barcola pour aller occuper de la profondeur, pour aller occuper de la largeur aussi dans ce jeu de l'équipe de France. Donc ça pourrait être la surprise de mardi. Soyez pas surpris si vous voyez Bradley Barcola dans l'11 de départ, c'est une possibilité. On va voir ce que va nous concocter Didier Deschamps, mais c'est vrai que Bradley Barcola cette saison a un petit peu plus joué avec le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue 1, a amené de la profondeur, a amené sa qualité technique, sa qualité de provocation aussi dans les 1 contre 1. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est l'une des solutions pour ces petites news autour de l'équipe de France. N'hésitez pas à mettre votre compo aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez voir face au Sénégal ce mardi pour ce premier choc d'entrée pour les Bleus? On rappelle que c'est mardi à 21h du côté de New York. Voilà, 21h heure française bien évidemment, ce qui me permet, en parlant des heures, de passer à la dernière rubrique de cette petite vidéo. Vous connaissez maintenant, c'est le programme du jour. Voilà, le programme du jour, qu'est-ce qui va se passer sur nos antennes aujourd'hui? Eh bien, ça va débuter à 21h. Du côté de San Francisco, entre le Qatar et la Suisse, voilà la Nati qui va rentrer en lice et qui va défier les Qataris, organisateurs de la dernière Coupe du Monde 2022. Sur le papier, la Nati est favori, bien évidemment, on verra ce que ça va donner. N'oubliez pas, 21h, le match se termine, vous attendez minuit, et à minuit, donc dans la nuit de samedi à dimanche, donc à minuit aujourd'hui, vous avez ce Brésil-Maroc à New York, premier choc de cette Coupe du Monde 2026. Les Brésiliens moi je suis pas très confiant pour le Brésil sur cette Coupe du Monde parce que je me les sens pas non plus hyper sereins. Beaucoup d'incertitudes sur ce Brésil-là avec un Neymar qui est déjà mais j'arrive pas à parler, c'est fou. Qui est déjà forfait, on va dire. C'est compliqué, pardon. Face au Maroc, donc, il y aura beaucoup à jouer. Mohamed Wabi, le nouveau sélectionneur marocain, a également dû faire face à des forfaits, on en a parlé hier, ceux de Abdel Azouli et de Naïef Aguerd. Et le Maroc qui, mine de rien, va arriver avec un Ayoub Boadi qui est nouveau dans cette sélection, qui est courtisé par Arsenal, d'ailleurs. C'était la petite news qui est sortie hier. Voilà, donc on a un Maroc avec aussi un peu plus de pression qu'en 2022 parce qu'il y a un statut à assumer, mais il y a aussi une équipe du Brésil qui est sous pression sous les ordres de Carlo Ancelotti. C'est pas fini parce qu'une fois que vous avez fini le match du Qatar et de la Suisse à 21h, celui du Brésil du Maroc à minuit, vous enchaînez à 3h du matin avec Haïti
contre l'Écosse. C'est également dans le groupe du Maroc et du Brésil. Cette Écosse-là, du côté de Boston, va défier Haïti, l'un des petits poussés de cette compétition. L'Écosse qui pourrait, pour la première fois de son histoire, espérer sortir d'une phase de groupe, d'une compétition, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde. Ils ne sont jamais sortis de la phase de groupe. On sait qu'aujourd'hui, avec 8 des 12 meilleurs troisièmes qualifiés, normalement, avec 3 points, vous avez 65% de chances de sortir de la phase de groupe. Donc, en cas de victoire ce soir contre Haïti, l'Écosse pourrait s'offrir une belle petite option et peut-être profiter d'un match nul entre le Brésil et le Maroc, qui sait, pour aller chercher la première place du groupe et de se mettre dans une bonne posture. Mais c'est vrai que l'Écosse, sur le papier, a quand même une belle équipe à surveiller. On verra s'ils vont convertir les attentes autour d'eux. À 6h du matin, ensuite, dimanche, vous avez cette Australie-Turquie du côté de Vancouver. Voilà, donc si vous êtes un peu matinal, vous vous levez à 6h du mat, vous déjeunez, vous regardez en même temps Australie-Turquie, et puis après vous êtes votre petite matinée de dimanche, vous allez faire du sport tranquillou, à l'aube, il fera pas trop chaud, hein, on sait qu'il y a des petites températures caniculaires qui arrivent. Ben voilà, dimanche matin, vers 8h quand le match se termine, il fera pas trop chaud, on fait sa petite séance de sport, et derrière on a une journée peinard. Voilà pour le programme de dimanche à 6h du matin. Pour le reste, pour le match de 19h, Allemagne-Curaçao, on aura le temps d'y revenir parce que ça sera l'objet de la vidéo de demain. Voilà, vous pouvez. Sur ce, c'est la fin de ce petit récap, tranquillou. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des petites suggestions, vos avis sur les matchs que vous avez vus, les pronos des matchs qui arrivent, le côté équipe de France également, si vous avez envie d'en parler, on peut échanger tranquillement, vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez ce qu'on fait, likez cette vidéo, on a toutes les autres vidéos Coupe du Monde à retrouver dans une playlist. Voilà, je pense que j'ai tout dit, ça fait 20 minutes, je vais pouvoir vous laisser tranquille. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée de Coupe du Monde. Ciao tout le monde.